d'abord dire que je suis très heureux d'être ici et un grand merci aux organisateurs, à l'Institut français de Slovaquie pour cette invitation. Invitation qui va me donner l'occasion de vous parler des relations entre la ville et les technologies numériques. Et l'intitulé de mon exposé, de ma communication, m'a posé quelques petits problèmes au moment où j'ai dû le définir. Et je me suis demandé s'il fallait que j'intègre le mot démocratie dans l'intitulé de cette communication. J'ai opté pour autre chose. J'ai opté pour utiliser le vocable espace public. Alors, il n'y a pas une homologie parfaite entre espace public et démocratie, mais pour les architectes, pour les urbanistes, aussi pour les sociologues, et d'une certaine façon pour le sens commun, l'espace public, c'est par définition le lieu de l'urbanité, c'est le lieu de la convivialité, et donc c'est le substrat urbain de la démocratie. Voilà donc l'intitulé de ma communication, c'est « Technologie numérique, mutation urbaine et espace public ». Et pour aborder ce sujet délicat et complexe, et pour essayer un peu comme mon prédécesseur de me risquer à faire un peu de prospective, je vais aborder deux points. Le premier point, qui est un point assez général, qui porte sur les technologies de l'information et de la communication et les évolutions urbaines. Et mon deuxième point portera sur, comme je l'ai indiqué, les relations entre l'espace public aujourd'hui dans la ville et les technologies numériques. Alors avant ça, je voudrais faire, si vous me permettez, deux remarques préliminaires. La première remarque pour dire que la ville numérique, c'est une réalité complexe, ça va de soi, et qu'on peut l'étudier sous différents angles de vue, à partir de différents points de vue. Si on adopte le point de vue du sociologue, on constatera que la ville numérique a impliqué une mutation radicale des niveaux de vie, a modifié les comportements sociaux, et on baigne dans une culture numérique, et la révolution, c'est là qu'elle se produit. La révolution numérique a modifié les attitudes sociales, à la fois dans les relations des gens avec les autres, et puis à la façon aussi dont on peut se définir soi-même à travers les réseaux sociaux. L'autre point de vue, qui est un point de vue, me semble-t-il, plus simple, est celui de l'architecte, de l'urbaniste et même du géographe, qui consiste à se poser la question de savoir comment les technologies numériques ont un impact sur la forme urbaine, sur l'architecture et sur l'organisation de la ville. Alors vous avez deviné qu'étant architecte urbaniste, c'est ce deuxième point de vue que je vais adopter, même si il est évident que les relations entre les usages de la technologie et le territoire sont évidentes et qu'on ne peut pas les analyser indépendamment l'un de l'autre. Alors, deuxième remarque préliminaire, c'est pour ça que je projette cette image. On a tendance à dire aujourd'hui que les systèmes d'information, quand ils sont bien gérés, vont révolutionner la manière dont les gens se déplacent dans la ville. Et que d'une certaine façon, en matière de politique de transport, ce qui est important, c'est mettre à la disposition des individus un bon système d'information pour qu'ils puissent se déplacer selon des critères écologiques. Et d'une certaine manière, la mise à la disposition des individus de ce système d'information, c'est plus important que les infrastructures physiques elles-mêmes. Qu'est-ce que montre cette image? C'est une ville américaine et au premier plan, qu'est-ce qu'on a? On a une infrastructure très volumineuse, très importante, qui occupe une partie du paysage urbain. On a au premier plan un échangeur sur plusieurs niveaux de voirie et on voit l'impact exercé par cette infrastructure routière sur le paysage urbain. On voit en fond d'image le centre-ville, mais on distingue beaucoup moins la nappe des maisons individuelles que l'infrastructure elle-même qui a un impact majeur sur le paysage urbain. Eh bien, c'est comme ça parce que depuis le début des temps, les infrastructures ont façonné la forme urbaine, les infrastructures ont créé la ville,
Et la question qui se pose en termes de prospective, c'est de savoir, avec la montée de l'importance des systèmes d'information, est-ce que ces infrastructures auront un impact aussi massif sur l'organisation de la ville? Donc c'est une question, ou c'est une hypothèse de départ qui me semble devoir être mentionnée. Il y a un certain nombre de relations qu'on met en évidence volontiers entre l'impact des technologies numériques et le territoire. Et je pense que ces relations, elles sont quelquefois appuyées, ou elles s'appuient quelquefois sur des analyses qui sont un peu limitées et qui sont un peu erronées. Tout d'abord, on a l'habitude de dire que l'éthique, les technologies de l'information et de la communication exercent un facteur puissant de dispersion urbaine, de décentralisation des activités des centres vers la périphérie. Et effectivement, ce mouvement se produit, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate le mouvement inverse et on constate que depuis la montée en puissance de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, il y a eu au contraire un mouvement continu de polarisation et de concentration urbaine. Et les phénomènes de dispersion urbaine s'expliquent beaucoup plus par des facteurs relatifs au coût du foncier ou par des facteurs relatifs à la mobilité facilitée, en particulier en voiture, que par l'utilisation des TIC quand on vit en dehors des villes. Donc première idée reçue, me semble-t-il, qu'il faut un peu corriger. Deuxième idée reçue, eh bien, c'est que ce n'est pas parce que on communique plus qu'on se déplace moins. Au contraire, il y a souvent un effet de complémentarité ou un effet de levier entre les deux. Autrement dit, l'effet de substitution des communications virtuelles au transport et à la mobilité est loin d'être évident, il n'est pas avéré, d'autant plus que les relations de face à face restent essentielles dans les interactions sociales. Troisième point, ou troisième idée reçue qu'il convient à mon avis de corriger, c'est qu'on considère ou on pense que les communications électroniques sont surtout des communications de longue distance. Et il est vrai qu'on communique de plus en plus facilement à longue distance via les mails, via les messages, les SMS, via les appels téléphoniques, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que la majorité des échanges électroniques correspondent plutôt à des relations de proximité réalisées avec un cercle assez restreint de proches et d'habitués. On pense aussi que les technologies de l'information et de la communication soit isolent, soit donnent la possibilité d'avoir une espèce de socialisation un peu débridée. La vérité, bien entendu, est au milieu de ces deux extrêmes, parce que l'éthique font naître de nouvelles relations sociales, de nouveaux contacts sociaux qui obéissent à une logique qui est propre et qui ne peut pas être résumée par la généralisation d'un individualisme radical ou au contraire d'une sociabilité tous azimuts et débridée. Enfin, on dit que l'Internet, le développement de l'Internet, les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes en tout genre favorisent la création de nouveaux espaces publics de dialogue et d'échange, c'est le sujet de notre session, suscite aussi quelquefois des mobilisations traditionnelles comme des regroupements dans des parties de la ville et donc suscite des mobilisations pour défendre des idées ou des intérêts. Mais il est évident que tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux moyens de communication ne sont pas la recette miracle pour créer une démocratie parfaite, une e-démocratie parfaite ou idéale, avec plus d'implication, plus de délibération collective, plus de participation et de civisme. Et du coup, l'éthique n'ont pas encore fait advenir le temps idéal d'une démocratie et d'une démocratie liquide et de l'hyper-citoyen. Enfin, dernier point, on nous dit qu'on est entré dans une société du software, dans une société de l'information, et qu'au fond, ce qui compte le plus, c'est d'être connecté pour être efficace, pour être socialisé, et que, un peu comme je le disais dans mon introduction,
les infrastructures physiques ont beaucoup moins d'importance qu'avant. À cet égard, je voudrais faire part d'une expérience personnelle. Et j'étais à Montréal l'année dernière, en octobre, pour un colloque justement sur la ville numérique. L'intitulé de ce colloque, c'était Hyperurbain. Et la ville était totalement paralysée à cause d'une partie d'un pont qui s'était effondré, donc il y avait un désordre important au niveau du tablier du pont, et la voirie, la ville a été totalement paralysée pendant 15 jours. Des embouteillages monstres, ça montre quoi? Regardez une photo d'une sous-face d'autoroute qui a été prise au moment où les désordres de l'ouvrage d'art se sont produits à Montréal. Regardez l'état de délabrement de ces infrastructures. Et la partie du pont dont je parlais, c'est une partie de ce pont qui est en viaduc, là, qui s'était à moitié effondré, et ça a complètement paralysé la ville à cause de la défaillance du réseau d'infrastructures routières. Alors ça veut dire quoi? Vous avez compris le message. Ça veut dire que les infrastructures physiques sont encore des éléments très structurants de la vie urbaine. Est-ce que les technologies de l'information et de la communication et leurs usages de plus en plus massifs et proliférants ont changé la forme physique de la ville? Est-ce qu'on a pu observer depuis 20 ans des évolutions significatives dans la morphologie urbaine? Eh bien, la réponse est non. La ville physique a très peu été influencée par l'Internet et les communications électroniques. Et il y a, c'est un peu ce que je disais aussi dans mon introduction, une contradiction flagrante entre l'emprise des technologies de l'information et de la communication sur les modes de vie, sur les relations sociales et le paysage de la ville, qui est très peu affecté par la présence de plus en plus prégnante des réseaux numériques. Vous savez, en France, il y a un poète qui est très connu parce qu'il a prononcé une phrase qui consiste à dire que la ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Eh bien, quitte à décevoir les amateurs de poésie, il me semble que non, la ville ne change pas plus vite que le cœur d'un mortel. J'ai récemment lu un ouvrage d'un géographe américain, pour un peu aller plus loin dans ce que je viens de dire, et le message de l'article de ce géographe américain consistait à dire que si un visiteur des années 30 était projeté dans la ville contemporaine, il ne serait pas complètement désorienté ou dépaysé par un paysage urbain radicalement nouveau. Alors, bien entendu, il faut nuancer ce point de vue en fonction des zones centrales des villes ou des périphéries, mais il est clair que dans les zones centrales, ce géographe a raison, le paysage urbain n'a pas véritablement beaucoup évolué. Alors, pour quelles raisons? Pour quelles raisons est-ce que, malgré le déferlement des technologies de l'information et de la communication dans les villes, le paysage urbain reste grosso modo identique? Je ne dis pas qu'il ne change pas, il reste grosso modo identique. Je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que les infrastructures numériques, mis à part quelques-unes d'entre elles, sont invisibles. Vous voyez ici une image dans laquelle il y a une sorte d'inventaire des technologies numériques intégrées à la ville à travers, par exemple, des capteurs qui sont sous le sol et qui permettent de voir s'il y a des places de parking disponibles dans un parking. Vous avez des puces RFID, vous avez des sensors pour mesurer le degré de pollution, vous avez des bornes Wi-Fi, tout ça. Écoutez, c'est relativement peu visible dans la ville. Dans l'ensemble des dispositifs qui sont sur cette image, ce qui est le plus visible, ce sont les caméras de télévision et ce sont les antennes qui permettent les communications téléphoniques. Donc, l'infrastructure numérique est très peu saillante, très peu visible dans l'espace urbain. Deuxième raison, c'est que le paysage technologique aujourd'hui a complètement changé. Je reprends ce que vient de dire mon collègue allemand de l'université de Bauhaus. Le paysage technologique, autrefois, c'était des objets techniques présents dans la ville qui avaient une certaine importance. C'était des pylônes, c'était des dispositifs importants qui
permettait une relation assez forte entre l'individu et la technologie. Aujourd'hui, le paysage technologique, c'est quoi? C'est le téléphone portable. Et donc le paysage technologique a complètement changé. Les objets technologiques ne sont plus les mêmes qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. C'est une raison pour laquelle aussi la révolution numérique dans la ville est très peu visible. D'où un des enjeux qui est pointé par des spécialistes pour faire en sorte que la ville numérique ait une certaine réalité et une certaine matérialité, c'est que les politiques urbaines et l'architecture a pour mission de révéler le numérique, de rendre visible le numérique, et vous devinez que cela pose des questions assez fortes aux architectes, aux paysagistes et aux urbanistes qui s'occupent de la forme physique de la ville. Et donc, un des enjeux des politiques d'aménagement urbain, c'est bien de révéler, d'objectiver, de matérialiser, de rendre palpable, en quelque sorte, la ville numérique. Et j'ai voulu, pour illustrer cela, prendre deux exemples. Un premier exemple qui est le résultat d'un appel d'offres qu'a lancé la mairie de Paris il y a 2 ans pour installer du mobilier urbain dans l'espace public. Voilà un des projets qui a été retenu. C'est un abribus qui est réalisé par une entreprise privée qui s'appelle Jean-Claude Decaux, qui est présent partout dans le monde. Je ne sais pas si Jean-Claude Decaux est présent à Bratislava, mais peut-être. Oui, donc Jean-Claude Decaux est présent à Bratislava. Alors, c'est un abribus entre guillemets numérique. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, quand on stationne dans cet abribus, des informations sur le temps d'attente des autobus, sur le trafic du réseau d'autobus, on peut avoir des informations sur la météo. Et puis, on a aussi, comme vous le voyez sur l'image, un écran interactif où il y a de multiples applications, où on peut, en trouvant la bonne application, voir quels sont les services qui sont à proximité, les spectacles, les restaurants. On peut avoir des informations touristiques, on peut avoir des informations météo. Et puis, on peut avoir aussi accès à une plateforme d'emploi qui permet de chercher du travail. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, de matérialisation du numérique à travers la ville via justement ce mobilier urbain. Deuxième exemple, alors là, c'est un exemple qui est un peu ambigu et je pense que ça vous fera sourire, car c'est un réverbère intelligent. Alors, c'est un réverbère qui est produit par une société américaine, et dans ce réverbère, vous avez pratiquement tout. Vous avez une borne Wi-Fi, vous avez une caméra, vous avez un haut-parleur qui permet de diffuser des messages, vous avez un écran sur lequel on passe des messages publicitaires, vous avez un autre écran sur lequel on lit le nom de la rue, vous avez aussi des capteurs qui permettent de mesurer le degré de pollution. Voilà un autre exemple de matérialisation de la ville, du numérique dans la ville, sauf que, je ne sais pas si vous voyez la petite phrase qui est en haut de l'image, eh bien, le risque de mettre en place du mobilier urbain de ce type dans la ville, c'est le contrôle systématique, la surveillance systématique de tout ce qu'il y a autour, et en particulier des comportements des individus. Je passe maintenant à mon deuxième point, je vais bientôt terminer. Le deuxième point porte sur donc les espaces publics et les technologies numériques. Alors, cet enjeu que j'ai indiqué de visibilité concrète de la ville numérique, d'articulation entre la ville physique et la ville électronique, est particulièrement important s'agissant de l'espace public. Et si l'espace public n'a pas véritablement changé depuis 10 ou 20 ans, eh bien, des flux d'informations, des données numériques existent maintenant systématiquement dans notre environnement urbain, et ces données numériques sont accessibles via des assistants numériques intelligents, en particulier le téléphone portable. Et l'outil d'inscription urbaine et de géolocalisation qui permet d'avoir accès à ces flux d'informations qui nous entourent, c'est bien le téléphone portable. Et aujourd'hui, comme vous le voyez sur la slide qui est à l'écran, on consulte beaucoup plus Internet mobile qu'à partir d'un ordinateur fixe.
Donc, une informatique ambiante omniprésente est en pleine expansion aujourd'hui dans l'espace public, et il y a en quelque sorte une couche numérique qui se superpose à la ville physique et qui permet l'accès via à des applications à une multitude d'informations sur les ressources urbaines qui sont à proximité, sur l'offre de services en général, dans les lieux que l'on traverse ou dans les lieux où on stationne. Alors voilà une image qui résume cette présence de l'informatique dans notre environnement. Regardez, là, on a une espèce d'image qui résume cela, qui indique donc une personne qui a un téléphone mobile et puis qui clique sur des QR codes et qui voit apparaître un certain nombre d'informations qui lui sont utiles pour les services de la vie quotidienne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace public devient un lieu d'échange, un lieu de dialogue numérique, et c'est le Web 2.0 ou le Web collaboratif qui permet une mutualisation de l'information via des applications bien spécifiques comme OpenStreetMap par exemple, ou des applications qui dépendent des réseaux sociaux. Donc cette couche d'information numérique qui se superpose à la ville physique crée parallèlement ce qu'on appelle une réalité augmentée, c'est-à-dire une réalité virtuelle qui permet une perception beaucoup plus riche, beaucoup plus démultipliée de l'environnement. Et je voudrais prendre à cet égard, comme tout à l'heure, deux exemples. Le premier exemple, c'est celui d'une application iPhone qui existe pour les touristes ou pour les habitants de New York. Et c'est une application intéressante parce qu'avec un iPhone, on peut aujourd'hui, en passant dans la rue ou avec un téléphone intelligent, cliquer sur un capteur ou cliquer sur un QR code et voir apparaître toute une série d'informations sur le lieu qu'on veut visiter, si c'est un musée, ou sur les articles qui sont en vente, si c'est un magasin et si on veut faire des achats. Et bien là, en l'occurrence, comme vous le voyez sur l'image, c'est le musée d'une ville fantôme. Pourquoi ? Parce qu'on peut, avec l'application adéquate, cheminer dans Manhattan, voir des QR codes, et puis cliquer sur des QR codes et voir quels sont les bâtiments, non pas qui ont été construits, mais les bâtiments qui auraient dû être construits. Et regardez, là, sur l'image, effectivement, dans deux endroits spécifiques, on voit des projets assez extraordinaires qui auraient dû être faits à New York, mais qui n'ont pas été faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que via le téléphone portable, on peut effectivement voir ce type d'images virtuelles qui renseignent sur des projets qui avaient été prévus, mais qui n'ont pas été réalisés, projets qui étaient prévus par des grands architectes. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui ne concerne pas l'architecture, mais qui concerne plutôt le projet urbain. Eh bien, c'est un projet qui a été réalisé par une agence d'architecture japonaise, qui a remporté un prix distribué par une entreprise qui s'appelle Fujitsu, qui est une entreprise de produits électroniques, et c'est une rivière électronique qui circule à travers la ville. Vous voyez, cette rivière électronique, elle est symbolisée par cette espèce de nuage qui serpente à l'intérieur du tissu urbain. Qu'est-ce que c'est que ce nuage qui circule à travers le tissu urbain? C'est un nuage d'information. C'est un nuage d'information qui permet à des individus, lorsqu'ils sont à certaines étapes du parcours de ce nuage, eh bien, d'être en contact les uns avec les autres via leur portable, d'échanger des messages, de stationner dans des lieux de convivialité où ils peuvent avoir des informations sur les différents services qui les entourent, où ils peuvent avoir toute une série d'informations sur des programmes de cinéma en face des salles de cinéma où ils veulent aller. Bref, ce flux d'informations, d'une certaine manière, comme on le voit ici, peut remplacer l'espace public lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une partie ici de l'image, vous avez une infrastructure routière dans une ville qui est requalifiée. On voit sur la partie
gauche de l'image, les travaux de génie civil qui permettent de requalifier l'infrastructure routière et de la transformer en parcours piéton sur une coulée verte. Le message de l'image, c'est quoi? C'est que dans un premier cas, si on requalifie cette infrastructure routière, ça va coûter très cher. C'est des opérations énormes de génie civil, alors qu'on peut parvenir à une convivialité et une urbanité tout aussi importante en n'effectuant pas ces travaux de génie civil, mais en mettant en place ce nuage d'informations qui permet finalement... Oui, ça y est? Bon, d'accord. Alors, je termine là-dessus parce que j'avais une autre partie à développer. Donc, la deuxième série d'images montre qu'on peut parvenir à une convivialité à l'intérieur de l'espace public, non pas en réalisant des opérations très importantes de génie civil, comme c'est indiqué dans la première série de photos qui sont sur la gauche, mais au contraire, en mettant en place des espaces publics virtuels qui peuvent permettre aux gens de communiquer et puis d'échanger des messages et de vivre ensemble et d'être bien ensemble. Voilà, je vous remercie.